Bonsoir à tous, c'est Cybercafé 2.0 et donc cette émission sera une émission détendue avec des nouveautés point de vue jeu bien sûr et aussi quelques sites rigolos. Non, extrêmement sérieux de l'art contemporain. Voilà, et puis des films de série Z et puis également du peps. Du peps, exactement, du peps. Donc, d'un point de vue des jeux, vous savez que bientôt c'est l'E3, donc messieurs, ils sont là tous les deux cette fois-ci. Oui. Ça va mieux ? Voilà, vous nous ferez donc une preview des grands événements, des grandes attentes de l'E3. Et puis un jeu stratégie temps réel historique, j'ai bien retenu cette fois-ci, oui, qui s'appelle Rise of Nations, qui est la nouvelle production de Microsoft. Voilà, nous parlerons également de la manière de regarder la télévision, enfin en tout cas de la recevoir. Via une ligne téléphonique. Via une ligne téléphonique, ce sera avec Vincent Cailleux, donc via l'ADSL. Et puis, Renaud Larsen nous parlera d'abondance. Oui, qui est la boîte à outils du référencement Internet. Tout savoir sur Internet. Nous aurons évidemment des jeux, des cadeaux. Oui, on aura plein de cadeaux en fin d'émission. Encore les mêmes ? Absolument. Non, de nouveaux encore cadeaux. Mieux. Si vous voulez dialoguer avec votre copine d'un bout à l'autre du continent, rien ne vaut la webcam Logitech, on en parlera tout à l'heure. Et l'événement de la semaine. Et l'événement de la semaine, évidemment, c'est quoi ? Jeudi, le film, non pas Enter the Matrix, comment ça s'appelle ? Reloaded. Voilà, et le jeu qui sortent en même temps. Voilà. Pour commencer, un petit événement, l'événement de l'été si vous allez dans les festivals en Angleterre, c'est une toilette connectée au web, ça s'appelle The Iloo. Voilà, et nous ne sommes pas le 1er avril. C'est des toilettes, non. Et donc c'est Microsoft qui a sorti ça. Vous verrez donc sur le schéma qu'effectivement ils ont prévu une connexion. Et donc quand on sera à l'intérieur du petit édicule, c'est ça qu'on dit ? Eh bien, on pourra être donc connecté à l'internet, mais si j'ai bien compris, aussi à l'extérieur pendant qu'on fait la file. Ce sont les vitres. Il y aura un clavier, parce qu'il y a un clavier waterproof, mais je pense qu'il est à l'extérieur. C'est pas pour le cas où il tombe dans la cuvette, c'est si jamais il pleut, parce que dans les festivals il pleut souvent. Voilà. Et donc. Mais ça peut être utile, le seul problème c'est que ça risque à mon avis de rallonger les fils. Ah oui. Tu vois, pour aller aux toilettes, puisqu'il y a Steve, il est en train de son mail. Ça, on comprend pas bien, en tout cas l'efficacité de la chose. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un ordinateur portable, contrairement à ce qui a été dit sur une chaîne de radio bien intentionnée ce week-end. Voilà, exactement. Donc vous pouvez on ne peut pas plier, on ne peut pas partir avec. Voilà, on peut partir avec la toilette. Il faut partir avec la cabine sur un camion. Et donc, je ne sais pas si ça s'appelle du marketing direct, viral, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Street marketing, oui, parce que la rumeur est partie. Oui, ça, mais on en parle partout. Sur le papier, mettre des ils vont mettre des URL de sites. Voilà. Bref. Enfin, on ne fera pas de commentaires, mais ce qui est rigolo, c'est que ce soit Microsoft qui lance ça, non ? Personne n'a envie qu'on mette le nom de son URL pour se torcher le derrière avec, quoi. Voilà. Jean-Christophe. Oui, on reste avec Microsoft quand ils prennent pas des drogues et inventent des choses pareilles. Ils font aussi de très très bons jeux. D'accord. En l'occurrence, Rise of Nations, qui est, on va le dire, le RTS le plus attendu de l'année et qui sera probablement aussi, sans conteste, un des meilleurs. RTS, tu as retenu ce que c'était ? Real Time Strategy. Voilà, donc un jeu de stratégie en temps réel qui se décline un peu sur la base de Age of Empires, que tout le monde connaît, qui est donc un jeu qui lui-même découle de civilisation, qui permettait donc de bâtir sa civilisation à partir de rien, et puis de créer des échanges commerciaux, d'avoir des interactions militaires, etc. Donc là, c'est le niveau suivant, c'est-à-dire que Microsoft a fait le pari de prendre tout ce qui marchait bien dans le RTS, et de ne garder que ça, et d'implémenter quelques petites nouveautés aussi, et de virer tout ce qui ne fonctionne pas d'habitude. Et donc on se retrouve avec probablement un des tout bons titres de cette année. Rise of Nations donc permet d'incarner jusqu'à 18 nations différentes, chacune avec ses spécificités propres, même si elles ont des points communs, par exemple le niveau des types d'unités qu'on peut utiliser au type d'armes. Et le principe est simple, on prend en mode solo par exemple, on prend un paysan classique qui va commencer à construire des bâtiments, ces bâtiments vont commencer à produire des matières, on va récolter des matières aussi, et sur base de ça on fait évoluer sa civilisation, et on peut choisir soit comme d'habitude d'avoir plutôt une optique commerciale,
C'est-à-dire d'essayer de contrôler toutes les ressources finalement de la planète, en tout cas les principales, pour asphyxier un peu ses concurrents. Ou alors on peut décider de partir en guerre, ce qui est la solution la plus radicale, et dans ce cas-là plutôt développer le potentiel militaire et aller attaquer les autres. Le contexte est historique. Vaguement, c'est-à-dire qu'il y a des petits scénarios qui mettent en scène par exemple une alliance franco-anglaise contre les Allemands, qui rappellent des souvenirs, mais donc c'est quand même très schématique, les échelles sont pas respectées, il y a toute une série de faits qui font que c'est pas tout à fait historique, mais il y a un certain background. Il faut savoir que ça se passe en fait sur une grande ligne de temps, donc ça part de choses plutôt archaïques pour arriver aux dernières technologies. On peut choisir à quelle époque on commence le jeu, ou bien on est obligé de commencer au temps des cavernes? Si on prend la campagne, on commence en général à un temps préhistorique, enfin pas préhistorique mais disons archaïque, et on peut tout customiser, donc on peut décider de se propulser déjà dans une ère plus avancée, on peut aussi décider par exemple d'avoir une carte plus grande, une carte plus petite, avoir X nombre d'adversaires, etc. Donc on peut vraiment tout customiser, c'est un des gros avantages du jeu. Un autre des avantages, c'est que on peut en multijoueur, il y a 13 types de jeux multijoueurs différents. Donc il y a 13 variantes possibles. On peut faire de la coopération, on peut faire de la diplomatie, on peut faire... Il y a toute une série d'objectifs qu'on peut remplir. Il n'y a pas le drapeau là. Il n'y a pas de capture de flag. Excusez-moi. Alors les nations et tout ça. Le but ultime étant pour arriver à ces fins, soit de contrôler 70% des ressources, soit de prendre en fait la capitale ennemie, d'assiéger la ville principale de l'ennemi. Ça, c'est les deux objectifs possibles. Bon, graphiquement, ça reste du RTS 2D classique, même s'il y a eu un grand souci qui a été apporté, un grand souci du détail au niveau des animations. Est-ce qu'on peut zoomer pour se rapprocher des vues ? On peut zoomer comme c'était le cas dans Anno 1503, on peut zoomer de plusieurs niveaux, mais ça reste de la 2D, donc il ne faut pas s'attendre à pouvoir commencer à tourner autour des objets et à retourner le champ de vision. En fait, tout se passe en 2D, ce qui finalement, comme je le disais la dernière fois, est, je pense, la technologie la plus adaptée à ce genre de jeu. Est-ce que tu penses que c'est un beau jeu à recommander aux gens qui n'ont jamais joué de RTS avant, ou c'est plutôt pour les hardcore Alors c'est ça qui est très bien, c'est que ça s'adresse pour une fois aux deux publics. C'est-à-dire il y a un tutoriel qui est extrêmement bien foutu, qui prend vraiment le joueur en main du début jusqu'à la fin et qui pour une fois lui explique toutes les subtilités du jeu et pas simplement les bases en lui disant on va voir le manuel pour la suite. Donc ça s'adresse aussi bien aux gens qui n'ont jamais joué à un RTS et qui se disent tiens je m'y mettrais bien, mais c'est aussi tellement complexe, riche et large de possibilités que ça peut aussi toucher un public d'habitués, des gens qui ont déjà un bon background de RTS derrière eux. C'est assez joli. En tout cas, moi, je ne sais pas. Ça me plaît mieux que la semaine passée, si je peux me permettre. C'est déjà moins ciblé. Je ne me suis pas mis d'ailleurs la semaine passée. Je ne sais pas, j'étais retenu. Ce qu'on avait vu la semaine passée était déjà beaucoup plus ciblé dans le temps. Et c'est clair que c'est une époque qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut aller dans tout type d'époques différentes et utiliser différents types d'armements, différents types d'économies, etc. Donc c'est plutôt sympa. C'est sorti donc par Microsoft, c'est sur PC et c'est chaudement recommandé. D'accord. Alors, nous allons parler maintenant, et on va vous montrer sur le site d'Antoine Schmitt, un événement qui aura lieu vendredi à 20h30 dans un nouvel endroit à Bruxelles consacré aux nouveaux médias et aux performances donc des artistes de demain autour des nouveaux médias. Donc, autant le signaler. Ça s'appelle, l'endroit, c'est au centre d'Ansart à Bruxelles, et ça s'appelle le Café Toots. Comme toutes Tielemans. Voilà. Alors, la performance, ce sera en fait un événement qui s'appelle Nanomachine. Et en fait, le garçon, qu'est-ce qu'il fait Antoine Schmitt, il a créé ce qu'il appelle des nano-ensembles, mon cher Brice. Oui. Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, du son et de l'image qui sont aléatoirement produits, plus ou moins. Avec des interactions entre eux. Qui interagissent entre eux, qui sont des petits organismes indépendants qui vont interagir entre eux et proposer un effet d'ensemble. En fait. Voilà. Selon quelle base, une base. Mais ce sont des algorithmes un petit peu comme la vie artificielle. Ce sont des automates cellulaires. Voilà, comme on voit à l'image. Et donc ça fait des petits tuyaux, voilà, donc c'est assez mécanique. Et donc dans la performance qui dure 3 quarts d'heure, ces ensembles, ces nano-ensembles vont être mixés l'un avec l'autre et donc vont générer des formes sonore et visuel entièrement aléatoire. Enfin, il essaye de contrôler le bazar, quoi. Voilà. Il y a des écrans tout autour, donc voilà.
prennent des drogues aussi. C'est intéressant. Oui, bien sûr. Il prend un maximum de drogue, l'entrée est de évidemment. 3 € seulement, ce qui est peut-être moins cher. Seulement, il a sorti ce CD. Xavier, autrement dit, ils font ce que Christophe Averty contemporains. faisait avec d'autres moyens il y a une vingtaine d'années. Oui, c'est vrai, exact. Voilà. Tout à fait. Donc oui. ils n'ont rien inventé. Oui, Jean-Christophe Averty, il avait un énorme studio avec des énormes tables d'effets. Donc c'est vrai, tu as raison. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais plus. Eh bien, nous allons justement parler de la télévision du futur, la via la télévision DSL. du futur, après la télévision que l'on connaît, la télévision hertzienne ou la télévision par câble, très répandue en Belgique, ou encore la future télévision numérique terrestre. Il s'agit aujourd'hui de la télévision via ADSL et donc en fait via une ligne téléphonique. Ouais. Alors, comment peut-on faire passer un flux vidéo sur une ligne téléphonique? C'est grâce à deux technologies qu'on connaît bien. Premièrement, la DSL. On sait qu'on exploite les ressources longtemps inexploitées des lignes téléphoniques et sur de courtes distances, il est possible de faire passer des paquets de données informatiques. Ouais. C'est l'Internet via DSL que l'on connaît. Et moyennant une petite adaptation technique, en gros surtout augmenter le débit, on pourrait faire passer de la vidéo, un flux vidéo. Et puis la deuxième technologie employée, c'est la compression MPEG, que l'on connaît au niveau du son, surtout pour le MP3, qui s'applique également à la vidéo. Et la vidéo numérisée et compressée en MPEG prend évidemment beaucoup moins de place, qui permet de la faire passer plus facilement sur des débits assez étroits. On utilise principalement le MPEG-2, c'est-à-dire le protocole utilisé pour les DVD. Alors ça existe déjà ou bien c'est un fantasme la télévision Ça existe par ADSL? déjà. Il y a deux exemples concrets tout près de chez nous, notamment en France, à Paris plus particulièrement, où la chaîne privée TF1 teste auprès de 200 de ses employés un bouquet de télévision. Donc un bouquet, c'est un ensemble de télévisions, 24 chaînes dans ce cas-ci, qui sont diffusées via la DSL de l'Ouest parisien chez les particuliers. On reçoit ça sur un modem d'abord ADSL, sur lequel on peut toujours brancher son ordinateur. Et puis ensuite, on y branche un décodeur spécifique à brancher sur sa télévision, car c'est la particularité. On ne regarde pas la télévision format timbre-poste sur son écran d'ordinateur, mais bien sur son propre téléviseur. Ça, c'est le premier exemple chez TF1. Seul inconvénient pour le moment, c'est qu'on ne peut pas encore regarder un programme de télévision et en enregistrer un autre, comme c'est le cas avec le câble traditionnel que l'on connaît chez nous. D'accord. Petite Ce qui est adaptation. curieux, c'est quand même l'écran télé a une définition de moindre qualité qu'un écran LCD de... La définition d'un non écran PAL, c'est de 768 x 576 pixels, c'est-à-dire c'est la résolution des tout petits écrans des débuts de l'informatique. Donc, Oui, de toute effectivement, façon, Donc il y a une perte de qualité en non, fait. l'image à la base, elle est envoyée aussi en format PAL, donc Voilà. que tu la regardes sur ton écran de télé ou sur ton Puis moniteur. l'intérêt est Ah oui, évidemment d'accord, commercial, ouais, c'est plus facile de toucher D'accord. les gens directement chez eux en leur disant voilà, vous allez regarder la télévision sur votre Oui. téléviseur, qu'en Oui. leur disant vous allez Oui. devoir regarder Oui. la télévision sur donc votre ça écran change simplement d'ordinateur. la transmission de données. Et en fait, c'est assez similaire à la transmission de données par câble, qui est celle utilisée pour les décodeurs numériques, par exemple en Belgique, de Canal+, c'est Voilà, aussi du tout à fait. MPEG-2, sauf qu'on remplace le fil par du cuivre. Un des avantages de cette technologie-là, en France, c'est que la taxe sur le câble n'est pas applicable sur la DSL, et c'est ce qui handicape la pénétration du câble en France. Et il y a deux lois qui bloquent la pénétration du câble. C'est l'impossibilité d'obtenir plus une certaine taille des parts de marché, qui fait que les opérateurs câbles doivent être tout petits et régionaux. Ils ne peuvent pas se regrouper et devenir un grand ensemble national. Et le fait qu'il y a une taxe spéciale sur le câble, une aberration française que France Télécom essaye de contourner par l'utilisation de la DSL. Oui, et puis le CSA français est en train de s'intéresser à l'affaire et essaye ça va faire d'avoir du la bruit. mainmise sur le sujet. Et puis l'autre exemple concret, qui est passé concrètement en phase de commercialisation, ça se passe dans la principauté de Monaco, où l'opérateur télécom local, le seul, propose un service de vidéo à la demande. Et là, pour quelques euros, vous commandez un film, parmi un choix de 400 films renouvelés chaque mois. Et ces films, vous les regardez à la maison quand vous le souhaitez. Même principe, un décodeur spécifique qui ne vous empêche pas de surfer sur l'Internet ou de téléphoner, bien évidemment. Un film, pour avoir un exemple, un film coûte 5 euros. Vous pouvez avoir aussi des abonnements. Pour 20 euros, vous avez droit de regarder 5 films. Vous n'avez même plus besoin d'aller chercher votre DVD à la DVDT. En fait, la technologie a une faiblesse. Quand tu reçois le câble et des chaînes de télé par câble, c'est multiplexé. C'est-à-dire que si tu branches 3 télés derrière, 3 personnes peuvent regarder en même temps. Tandis que là, pour chaque télé, il faudra un décodeur, et utiliser une grande partie de la bande passante.
Donc Parce moi, que en fait, le je trouve pas que c'est une switch technologie de spécialement, programme se fait non pas dans le décodeur lui-même, mais dans le central téléphonique. Donc lorsqu'on change de flux, Voilà. on le fait directement au central téléphonique qui se trouve dans votre rue, et donc vous n'avez pas le choix de Exactement. recevoir. Donc quand on multiplexer inconvénient, toutes les un chaînes. décodeur et un câble par connexion. Par contre, avantage, aller très rapidement vers la personnalisation Et pas mal on-demand, ça, c'est d'interactivité, génial. vu que c'est bidirectionnel, Voilà. ça va clairement dans les deux sens. On pourrait personnaliser de manière très très forte les programmes. Sur la Belgique, il y a des... Alors il y a des Des projets. projets. En tout cas, Movie System, qui est la société qui distribue les films et qui possède les licences, les droits en tout cas pour son catalogue de films pour la France, la Suisse et la Belgique francophone, Ouais. affirme quant à elle être en négociation depuis quelque temps déjà avec Belgacom pour clairement créer une offre en Belgique. Merci Vincent. Donc Avec le plaisir. site évidemment de, comment ça s'appelle, Dream TV, Dream TV à Paris. Qui est dreamtv.tf1.fr, Et l'autre, je pense. Ouais. Et le site de Monaco Télécom. Toujours des images, et pour rien pour l'instant, mais ça pourrait changer, c'est Bikini Bandits. BikiniBandits.com, c'est quoi? Eh bien, c'est une série d'épisodes qui ont été largement diffusés sur Internet, sur atomfilm.com. Voilà, donc on peut voir tout à fait gratuitement. Alors, bah, c'est simple, c'est des filles en bikini, Ouais. hein, Ouais, avec, c'est bien, ça. avec des grosses mitraillettes les et images. des tout petits Non. maillots, Ah, mais je l'ai déjà vu. des voitures customisées et J'ai vu le long des métrage. débiles mentaux qui sont joués par exemple par Didi Ramone, des Ramones, ou Joey Biafra des Dead Kennedys. Oh, c'est génial. Et donc Pas voilà, beaucoup c'est de la joué. contre-culture trash, film de série Z, et c'est évidemment très très bien, très très fort. Et on va regarder un extrait, un des épisodes. Ça se passe avec une machine à remonter le temps. With the fuzz hot on their trail, the bandits have but 13 minutes to make their final escape. Security breach. Sector Double D. What are you bikini ladies doing here in my U.S. government top secret time travel facility? You ladies must leave here at once. We're about to conduct top secret government time travel experiments. Well, don't let us stop you. Get back to work, all of you! Prepare for countdown! Proceed with countdown! You can run, but you can't hide. We gotta get out of here. Daddy's got his little girl now. Voilà donc. On peut pas arrêter comme ça. Xavier, Oui, ça se termine dans Mais la notre, suite, dans notre générique. hein. Ben, la Quelle suite, frustration. elle va sortir sur grand écran, parce qu'ils vont en faire un long vrai métrage. film, un long métrage. Donc, ce qui est amusant, c'est que sur le site, il y a le casting, donc il y a les stars, les acteurs, hein, les plus débiles les uns que les autres, et puis il y a les bandits, les filles, et puis il y a les girls qui sont... Qui ne sont pas les bandits, qui sont pas les gentils. bandits, qui sont donc les filles qui font la figuration avec elles. Et puis, au même Il y a les rang, voitures. il y a les voitures qui sont aussi dans le casting. Et donc, si vous êtes musicien ou si vous êtes une fille avec, disons, certains arguments, vous pouvez poster votre musique ou votre photo. Et si votre profil les intéresse, eh bien, vous pourrez peut-être entendre votre musique dans la bande-son de Bikini Bandits, comme Didier Ramone l'a fait. Et évidemment, ça a marché. Sacré Didier. Voilà, ça qui te dit. Hein. Alors maintenant, les jeux vidéo avec cette E3 qui va s'ouvrir demain, après-demain, Le 14. le 14. Et donc on va commencer par Half-Life 2. Je veux dire live.
Je veux dire Life, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, ils pourront faire un rewind sur leur magnétoscope. Donc Half-Life 2, dont on parle déjà depuis quelques jours sur le web avec des screenshots à tomber par terre. Et surtout le fait que les gens de Valve ont précisé que pour avoir cette qualité de rendu comme on peut le voir là, il ne serait pas nécessaire d'avoir une grosse machine, ce qui nous laisse quand même un petit peu sceptique. Ils parlent d'un Pentium 3 700 MHz avec une carte graphique relativement de base. J'ai quand même des doutes, mais bon, cela dit, suite très attendue évidemment, ça fait je crois 5 ans que le premier est sorti et il n'a pas vraiment des amplis de succès depuis. Donc on verra ce que ça donne. Doom 3 aussi très attendu dans la catégorie FPS. Là aussi on va repousser un peu les limites technologiques jusqu'où on peut, mais là par contre on annonce déjà grosse machine nécessaire avec des effets dans tous les sens, avec une ambiance oppressante à souhait, des choses très gore, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Et sinon, bon, ça reste du FPS classique, on l'a déjà entendu de la bouche des gens d'ID Software, ça ne sera pas un FPS avec un scénario derrière, ce sera de la boucherie pure et simple, donc à ce niveau-là, pas d'attente. Maintenant Soul Calibur 2, qui est le jeu de baston le plus attendu des possesseurs de consoles. C'est un jeu qui sort au mois de septembre et qui a la particularité d'avoir été positionné différemment à chaque console. En fait, il y a une espèce de petit bonus dans ce jeu, dans ce monument de la castagne, bien connu des amateurs. C'est qu'il y a un personnage qui est propre à chaque console. C'est-à-dire que la PS2, on retrouve Heihachi, qui est un personnage qu'on avait connu sur Tekken. Sur GameCube, il y a Link qui fait une apparition, et uniquement dans la version GameCube. Et donc là, maintenant on enchaîne avec Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3 déjà. Donc on ne sait pas encore grand chose pour le moment, si ce n'est qu'il sort sur GameCube, ce qui est une première surprise, puisque c'est un titre qui était notamment normalement rattaché à la PlayStation 2. Et là, les gens de Nintendo ont fait fort en s'appropriant le titre pour leur console. Probablement, on va rester dans la grande ligne de ce qui s'est fait jusqu'à présent dans la série, à savoir un jeu d'infiltration. Et on n'en sait pas plus. Et on voit plein d'eau dans les images. Donc, comment on ne sait pas grand chose sur le jeu, donc si vous avez un chouette souvenir de vacances ou quoi, ou un truc à placer, éventuellement ça nous pourra permettre. C'est le moment. Non, on a une minute. Tout ce qu'on sait, c'est que les développeurs, donc Konami, ils ont été un petit peu giflés par le succès de Splinter Cell. Donc ils vont probablement essayer de remettre la barre un peu plus haut et de nous sortir quelques petites trouvailles. C'est du sang, des monstres, du sang et des monstres, sans scénario. Non, pas du tout. Justement, il y a un scénario et tu dois t'infiltrer, c'est-à-dire que tu dois buter sans te faire apercevoir. Voilà un bon exemple justement d'un jeu à scénario, Deus Ex 2, donc Invisible War, la suite aussi très attendue d'un FPS qui avait marqué la génération des gamers PC, puisque c'était le premier FPS à présenter vraiment intelligent et à présenter vraiment un scénario, et pas seulement un scénario, mais aussi plusieurs manières de jouer possibles. Donc on pouvait aborder les différents stades du jeu de différentes manières et influencer l'histoire et le dénouement final de l'histoire sur base, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y avait 5 fins possibles, plus 2 fins cachées. C'est l'œuvre de Warren Spector, qui est un gars qui, lui, son but c'est de donner de réapproprier la vue à la première personne pour en faire autre chose qu'un FPS, donc avec des histoires et des positionnements et une arborescence scénaristique. Et donc ça sortira sur PC, probablement aussi une grosse config nécessaire. Halo 2. Oui, Halo 2. Halo 2. Donc qui est dans les hit parades des jeux les plus attendus. Tu l'attendais. Oui, voilà. Et tu l'attendras jusqu'en 2004. C'est vrai, en 2004. Tu dis c'est pour le 3 Ce sera présenté à l'E3, mais le 3, donc la grand-messe des jeux vidéo, on y voit des jeux qui sortiront dans 2 ans, 3 ans ou dans un mois. Halo 2, un jeu conçu par une société qui s'appelle Bungie, qui était une société qui originellement développait des jeux 3D pour Mac, et puis qui un jour s'est fait racheter par Microsoft et ne développe plus que pour la Xbox. Et oui. Et on s'en plaindra pas parce qu'ils font... Le premier Halo avait marqué et a eu le succès qu'il méritait. Très très attendu aussi, c'est Homeworld 2, la suite donc du jeu qui avait marqué, en même temps un petit peu déçu les amateurs du genre à l'époque, marqué parce que c'était de toute beauté. Et c'était aussi la première fois qu'on avait une telle facilité de gérer un univers qui est finalement en vrai 3D, puisque ça se passe dans l'espace, donc il n'y a pas vraiment de notion de territoire. Il faut vraiment bouger dans tous les sens. Donc, voilà, Nidax, ils avaient donc réussi à faire une interface qui était ma foi fort réussie et qui permettait de s'immerger à plein dans le jeu. Précisons que les images qu'on voit là, c'est les images du jeu en temps réel. Donc c'est pas les cinématiques. Le petit reproche qu'on faisait à Homeworld, c'est qu'il était particulièrement scripté. Donc il n'y avait pas vraiment de liberté d'action, il y avait des éléments qui se déclenchaient à heure précise ou en fonction d'une action précise.
Et au final, on participait pas trop à l'histoire, on la subissait plus. On nous a promis que pour Homeworld 2, tout ça se serait terminé, qu'on aurait non seulement plus de vaisseaux à l'écran, plus de tout en fait finalement, mais aussi un vrai scénario derrière qu'on pourra influencer et qu'on pourra faire évoluer en fonction de ses choix. Voilà, ça sera sur PC. Je voudrais poser une bête question, moi qui ne suis pas du tout dans le monde des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'un FPS? Un first-person shooter, un jeu de tir à la première personne. Voilà. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'on parle de l'E3. Alors, j'ai bien vu quelques jeux en version 3, mais il y en avait quelques-uns en version 2. C'est sûr que c'était pas le 2. Oui. Couché. Ça va aller. Bien, ça va aller. Tu sors trop le week-end. On va donc faire une pause, si vous le voulez bien. Et avant la pause, nous allons vous montrer un clip qu'on a trouvé sur le net. L'auteur s'appelle Lee Baldwin, il est illustrateur, designer et musicien, donc il a tout fait. Le projet s'appelle Red Smoke et le morceau Take It on the Run. Red Smoke, Take It on the Run. Après la pub, on revient. Moi, je présenterai des singeries, je vous le promets. D'accord. De Matrix, le jeu qui sort jeudi. Abondance, sans parler du film qui sort web. aussi jeudi. Oui, effectivement. Et puis Noctis.com avec un invité, Nicolas Dekmin. Noctis.com, c'est pour les noctambules. À tout à l'heure. S'il vous plaît, comment peut-on raconter le fondant d'une vache qui rit? Oh, c'est une longue histoire. Ah. Asseyez-vous, tiens. Oui, mais vous savez, il faut que je... Assieds-toi, je te dis. Je prends la chaise. La vache qui rit, on sait que c'est bon, et on sait que c'est bon. Les 23, 24 et 25 mai, le Brussels Jazz Marathon. L'occasion de faire la fête en un seul week-end avec plus de 400 musiciens belges. Entre autres Akamoun, Alexis Touamarilla, Nathalie Laurier, Philippe Catherine, Slang. Info 0900 00 750 ou brusselsjazzmarathon.be. Retour sur le plateau de Cybercafé 2.0, nous accueillons Nicolas Dekmin. Bonsoir Nicolas. Salut. Ça va? Oui, pas bien. Trop tôt? Un peu, mais ça va. Noctis.com, donc c'est le site des noctambules, enfin en tout cas des gens qui sortent, hein. C'est pas tellement pour les gens qui restent chez eux derrière leur PC. Au début c'était le site, maintenant il y en a plusieurs, mais certains s'axent plus sur certains types de musique, qui se fait que Noctis reste effectivement le seul à être aussi large dans les styles musicaux et rester ciblé sur les horaires strictement nocturnes. Globalement, c'est d'abord un agenda des soirées. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Ça a commencé en reflet de choses qui se faisaient en radio à l'époque. Et j'avais envie d'ouvrir ça plus sur le pays et plus d'une manière permanente, histoire de permettre aux gens de retrouver les références écrites.
et de retrouver des renseignements plus précis. En radio, il y a toujours le problème de la répétition qui se pose. Et rapidement, à partir de 95, le site s'est retrouvé sur le web. Et c'était strictement un agenda au début. Maintenant, c'est un agenda, c'est des listes de clubs, c'est des listes de restos de nuit, c'est des listes de magasins de nuit un peu moins fournies qu'il y a encore quelques semaines, parce que pour l'instant, on est encore en train de remplir la queue petit à petit. Mais tu dois recenser tous les night shops qu'il y a sur Bruxelles, t'as du boulot. Hein. C'est aussi pour ça que la nouvelle version a un intérêt. National, hein. C'est ça, c'est que peut-être moins pour les night shops dans un premier temps, et peut-être c'est plus destiné à mettre les night shops plus traditionnels, comme celui qui est ouvert depuis 1972 à Schaerbeek. Je trouve qu'il a sa place sur un site comme ça quand même. Maintenant, c'est évident qu'avec la nouvelle version, les gens peuvent enfin participer à l'ADB et ajouter leurs informations. Voilà, ça c'est la grande nouveauté, c'est que les gens peuvent même poster les annonces de leur soirée. C'était déjà vrai pour l'agenda depuis... Il fallait faire par email. Non. Pour l'agenda, c'était vrai depuis le printemps 2001, mais c'est vrai maintenant pour toutes les autres pages, ou quasiment, pour les liens, pour les magasins, pour tous les lieux qui sont liés de près ou de loin à la nuit. Alors cet agenda des soirées, des concerts, mix, etc. est recensé par genre, évidemment. Hein. House, techno, R&B, électro, pour savoir un peu où on va, dans quelle soirée on met les pieds. Donc il y a vraiment deux grandes sections qui sont l'agenda avec les événements à date précise et à style précis avec invités, etc. Et puis la liste des clubs qui sont hebdomadaires et qui n'ont pas à se retrouver dans l'agenda de façon particulière. Ouais. Alors, en dehors de ça, d'abord il faut dire que tout est en anglais. Hein, le texte. Pas vraiment, la navigation est en néerlandais, en français et en anglais. Le contenu est en anglais. Pour annoncer Tonight Party ou les DJ machin, c'est bon. Il y a plus que ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a aussi du vrai contenu. Par exemple, il y a une sorte de dictionnaire des genres de musique de la nuit. Ceux qui ne sortent pas, les parents qui se disent « Oh là là, mon fils va une soirée ragamuffin, c'est quoi Voilà. Exactement, c'est exactement pour ça que je l'ai fait en plus. Exactement pour ça que je l'ai fait, à la demande d'une personne qui me disait « Ouais, funk, reggae, j'y connais rien, c'est quoi ?» Voilà, ça c'était un petit peu plus pour le côté novice. Mais sur quoi est-ce qu'on était juste avant? On était sur l'anglais. Sur l'anglais, voilà. Non, le problème, si tu veux, c'est que j'écris systématiquement en français au départ et je traduis en anglais pour la publication et je n'ai pas la possibilité de payer une traduction néerlandophone valable en permanence. Ce que je mets en français, je le mets en néerlandais, sinon c'est pas équitable. D'accord, ok. Alors, il vit comment, Noctis.com? Il survit de pain, d'eau fraîche, de fêtes et de rassemblements, et de voir les gens se rassembler dans les fêtes, et c'est vraiment l'objectif premier du site, faire en sorte que les gens se retrouvent. D'accord. Le poster des plan, infos, c'est gratuit. Oui, tout à fait. Gratuit. Il y a des photos aussi, des preuves que tu sors. Ton club favori du moment, c'est lequel? Favori du moment. En ce moment, quoi, on va dire. C'est large. J'aime bien le Blow Up, j'aime bien le Culture Club, j'aime bien le Fuse qui reste une grande valeur. J'aime assez bien le Pure qui se situe du côté de Tournai et qui est une assez belle merveille au niveau de la sélection. Le Vicious Games ose des choses au Palace le jeudi soir de façon gratuite. On voit qui ça va. Voilà. Ah oui, non, mais je ne connais rien. Merci Nicolas. Voilà quoi, il y a des choses à faire. Bruxelles et la Belgique, sont incroyablement gâtés en matière de vie nocturne. On va à Londres, on va à Amsterdam, on va à Paris, on se fait chier. Il y a plus, mais jusqu'à 1h30 du matin. Ici, à 6h du matin, on peut encore se poser la question de ouais, qu'est-ce qu'il y a, où on va? Brice. Tu peux parler, Renaud. Bien, www.noctis.com. Merci. Alors ce jeu, oui. Enter the Matrix. On le veuille ou non, la matrice est là, puisque avec cette sortie simultanée en même temps que le film, donc un événement auquel on n'échappera pas, c'est un événement sur lequel Infogrames, nouvellement rebaptisé Atari, mise énormément. On connaît un peu la tourmente boursière dans laquelle l'éditeur est plongé, donc il mise énormément sur ce titre. Donc on est allé, Jean-Marc Panis et moi-même, à la présentation à Paris, voir ce qu'il en était.
peu avant 1999, avant que Matrix ne sorte en salle. Ils avaient déjà contacté Shiny. Ils connaissaient Dave Perry et son studio de développement Shiny, parce que ce sont eux-mêmes des joueurs. Ils jouent beaucoup à tout un tas de jeux, à Final Fantasy. Ils adorent Final Fantasy, ce sont des ultra fans de Final Fantasy. Et David Perry, qui était occupé sur d'autres projets à l'époque, a décliné. Il dit écoutez, non, je suis occupé, mais merci beaucoup, mais je ne peux pas le faire. Et quelques mois plus tard, quand Dave Perry est allé voir le Matrix en salle, au bout de la 10e minute du film, s'est aperçu qu'effectivement, il avait peut-être fait une erreur. Au début de l'année 2000, les frères Wachowski sont retournés vers David Perry. Ils lui dit voilà, on est en train on va commencer le tournage de Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Et on veut développer un jeu et on veut faire non seulement développer un jeu, mais on veut développer le meilleur jeu vidéo au monde qui n'a jamais été fait. On veut que ça soit énorme. David Perry a proposé, il dit voilà, si vous voulez que je fasse de Matrix, est-ce qu'il serait possible que vous me prêtiez un petit peu de votre matériel pour qu'on puisse utiliser vos caméras pour faire de la motion capture? Les frères Wachowski ont dit oui, est-ce qu'on pourrait par exemple utiliser des acteurs dans le jeu, avoir les vrais acteurs dans le jeu? Les frères Wachowski ont dit oui, bien sûr, pas de problème. Et c'est allé comme ça de concert jusqu'à une liste de 20 critères. Et maintenant, on se retrouve avec un jeu dans lequel on a 1 heure de film exclusif de Matrix qui viennent en addition. Ce n'est pas des chutes de montage, c'est vraiment des scènes d'action, des scènes complémentaires du film qui se retrouvent dans le jeu et qui vont ponctuer le gameplay. Il faut comprendre que le jeu fait partie de l'univers du film. Les deux sont enchaînés, les deux interagissent l'un sur l'autre. Si un joueur qui a joué à l'intérieur de Matrix va voir le film, il va comprendre l'histoire de façon plus importante que la personne qui n'a pas joué au jeu. Et quand la personne qui va au cinéma va dire « Ah, ça j'ai vu cette séquence dans le jeu et j'ai compris pourquoi ils en arrivent là ». Donc il y a vraiment une espèce d'interaction et d'enchaînement entre les films 2 et 3, Reloaded and Revolution, et le jeu est en fait le lien entre Reloaded et Revolution. C'est le lien entre les deux histoires, et ces deux histoires qui fonctionnent en parallèle. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'a jamais été vu à Hollywood. Un jeu vidéo va interagir sur le cours d'un film et sur l'histoire du film. En fait, les frères Wachowski sont des gens qui ont inventé non pas une histoire de Matrix, mais un univers. Ils ont créé cette espèce d'univers parallèle avec la matrice, avec ce rêve cybernétique qui est connecté à la réalité. En fait, ils ont inventé un jeu vidéo au départ, dont ils ont tiré 3 histoires qui sont Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Et le jeu vidéo s'est imposé naturellement. Je crois que les frères Wachowski n'ont pas fait autre chose que chercher un éditeur et un développeur, Shiny, qui appartient au groupe Infogrames, pour révéler leur imagination. C'est eux qui ont écrit les 400 pages du script de Matrix, Enter the Matrix, et non pas quelqu'un qui a simplement pris l'histoire et l'a palement copiée en jeu vidéo. Les licences dans le jeu vidéo, c'est un petit peu la clé au public de comprendre que le jeu vidéo n'est pas simplement un hobby réservé à une élite, mais véritablement un 10e art où tout le monde peut non seulement regarder son personnage favori ou son film favori, mais en plus s'exprimer à travers lui. Donc la stratégie d'Infogrames, c'est bien de démontrer à ce grand public qu'il peut trouver cette vibration dans l'expression à travers un personnage connu. Atari, qui est une marque d'Infogrames, Atari est une marque mythique, c'est la marque qui a inventé les jeux vidéo il y a 30 ans avec Pong. Et je crois que si Atari existait aujourd'hui, ce qu'on démontre aujourd'hui à travers nos productions, elle chercherait à toujours pousser la limite. Enter the Matrix est un bon exemple, à savoir comment est-ce qu'on peut encore une fois révolutionner le jeu vidéo et pas se contenter de faire des produits MeToo, des produits copies, des first-person shooters, tout le monde en fait, des personnages en 3D qui se baladent dans des labyrinthes, tout le monde en fait. Est-ce qu'on peut aller en plus loin? Ça, c'est le véritable pari d'Atari. Atari, finalement, c'est la philosophie du jeu vidéo, c'est-à-dire toujours pousser les limites de ses rêves sur ordinateur.
captain of the Osiris, and I fear this will be our last transmission. We are under heavy pursuit and have sustained critical damage. We are going to attempt an emergency broadcast drop in the Matrix. We're in. Gilles, est-ce que tu as eu l'occasion de jouer au jeu en live? Oui, enfin, à cette première, on a eu l'occasion de voir une version qui était en cours de développement. On n'a pas encore eu la version finale, parce que toute la question est là, puisqu'on parle énormément de la collaboration étroite entre les frères Wachowski, comme on dit là-bas, oui, et le cinéma et le monde des jeux. Donc le tout, c'est de voir, est-ce que dans la logique de Bruno Bonnell, est-ce qu'on a réellement un jeu derrière une licence de ce poids, derrière un nom comme Atari, puisque c'est vraiment leur ligne directrice. Donc que jusqu'ici, en général, les frères Wachowski, comme tu dis, ont shooté des scènes juste pour le jeu vidéo qui ne sont pas dans le film. En même temps, on n'est pas nouveau non plus. Un jeu. Et jusqu'ici, il faut bien dire que tout ce qui est licence adaptée du cinéma vers le jeu vidéo, à part de très très rares exceptions comme les vieux Indiana Jones chez LucasArts fin des années 90, ça n'a jamais été un grand succès, ça a plutôt été même catastrophique. Et les interactions dans l'autre sens aussi d'ailleurs, les adaptations de jeux vidéo en film, en général c'est deux univers qui assez paradoxalement communiquent pas bien. Quand on écoute Bonnell, on a l'impression qu'ils mettent vraiment la patate sur ce jeu, comme si l'enjeu d'Infogrames, qui vient d'ailleurs de changer de nom pour s'appeler Atari, dépendait beaucoup de... Il y a beaucoup de brousoufs derrière, donc il faut rentabiliser tous ces brousoufs. Donc correct, sympa sans plus, quoi. Il met le paquet, quoi. Puisque on parle énormément de la collaboration, toujours maintenant c'est la nouvelle obsession du monde des jeux, l'interaction entre les différentes formes d'art, et là notamment le cinéma. Effectivement, il y a eu une collaboration étroite avec les créateurs du film qui ont scénarisé tout ça. Ça, ils nous en ont parlé en long et en large, mais le tout c'est réellement de savoir, puisque c'est présenté Matrix finalement comme une espèce ils ont pris le meilleur du jeu vidéo. Ça, c'est toujours un peu peur parce que faut assurer après. Quand on touche un peu à tous les styles dans un jeu, est-ce que réellement ces différentes scènes d'action, de combat, de conduite de voiture seront réellement attractives, indépendamment du fait qu'il y a une licence très forte, qu'il y a une demande des fans pour cet univers-là. Est-ce que réellement le jeu tiendra la route? Ça, pour l'instant. Moi, je crois que le jeu tiendra la route pour une bonne raison, c'est que les frères Wachowski sont des vrais fans de jeux vidéo eux-mêmes et ils jouent depuis toujours. C'est d'ailleurs une des choses intéressantes. Il faut voir à quel niveau ils ont été impliqués. Si c'est uniquement au niveau scénaristique, je ne doute pas que le scénario du jeu sera vraiment très bien. S'ils ont été plus loin, s'ils sont intervenus aussi dans le développement du jeu, ça c'est moins sûr. À ce stade-ci, on se rend compte que les scènes de combat basées sur la parade, la fameuse scène qui a immortalisé Neo avec l'évitement des balles, ça, je veux dire, c'est présent dans le jeu, mais le tout c'est de voir est-ce que tout ça va suffire à tenir un joueur en haleine au-delà de l'effet de l'annonce, puisque probablement Matrix ça va être un jeu qui va se vendre très très vite, mais peut-être qu'il va se revendre aussi vite aussi. Et je crois que le défi aussi, c'est de ressentir la même émotion que celle du film. La déception et une frustration. Oui. Je crois que les fans de Matrix seront déçus et les joueurs auront une frustration parce qu'ils auront quelque chose en moins. À ce niveau-là, il y a des choses qui ont été quand même prévues qui sont intéressantes. On sait que des scènes du film trouveront une résonance dans le jeu et inversement. Donc il y a des scènes du jeu qui sont... Il y a des liens entre les deux. Voilà, il y a des liens, des connexions. En fait, justement, on leur a posé la question pourquoi est-ce qu'on ne joue pas Neo. Donc, on ne joue pas Neo. On ne peut pas se prendre pour Kenny On joue deux autres personnages secondaires. Oui. Non, l'argument est qu'on jouait avec Neo, ce n'était pas intéressant parce que Neo est immortel, c'est un dieu. Bon, là, on laissera seul juge. Plus cher aussi, Keanu Reeves. Il coûte plus cher. Il y a quand même une chose à dire qui est assez intéressante parce qu'on parle souvent de Matrix comme d'un film qui quelque part est un moment, une rupture dans l'histoire du cinéma américain hollywoodien importante. Eh bien, on en parle maintenant, c'est peut-être, Nicolas en parlait tout à l'heure, ça lui paraît un peu surlatif par rapport au film. Mais néanmoins, il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'il y a eu une grande révolution durant la production de Matrix et durant celle du Seigneur des Anneaux, c'est que pour la première fois, ce sont des nerds, donc des gens issus de l'industrie du jeu vidéo, de l'informatique, que sont les frères Wachowski ou Peter Jackson, qui ont pris le pouvoir et qui ont eu des réussites financières qui n'étaient pas du tout prévues par l'industrie hollywoodienne. Et ces gens travaillent d'une manière différente et ils sont beaucoup plus autonomes, ils ont un grand contrôle, ils se laissent moins contrôler par les majors. Et donc ça, c'est ça qui est un grand changement. C'est le retour au véritable créateurs et qui se trouvent tous les deux
des nerds, donc des gens qui viennent de la passion de l'informatique. Un petit film indépendant. Puisque on a bien voilà, j'ai mal vu. Mais... Là, on est quand même on est loin de Lars von Trier. Ça vaut pas à Pasolini quand même. Là, on est quand même au 2e Matrix et c'est seulement maintenant qu'un jeu arrive. Donc il faut quand même le temps que les gens captent qu'il y a un intérêt là-dedans. Donc on en reparle évidemment dans les semaines à venir. Tout de suite, un site, Brice. Un site, je ne sais pas comment le qualifier, disons que c'est un site. Ça n'est pas qu'un site. Vivaria.net. Vivaria.net, donc Vivaria, c'est le pluriel de vivarium, une sorte d'aquarium. Les vivants des eaux sont des vivariums. Eh bien, Vivaria se consacre à l'étude de la vie artificielle. Donc voilà. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un exemple de petit logiciel que l'on peut télécharger. Je vais tout de suite vous le montrer. Il s'appelle Liveform. Voilà. Et en fait, c'est assez amusant. C'est un logiciel qui se nourrit de fichiers. Voilà. Donc il est comme ça, il vit. Alors il a une certaine humeur, il a faim, il est fatigué. Et puis on peut lui donner des fichiers à manger, plouf. Et en fonction de ce qu'on lui a donné comme fichier, c'est un Tamagotchi en fait. C'est une sorte de Tamagotchi. On est bien d'accord. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne le nourrit pas, il éteint l'ordinateur en quittant toutes les applications sans sauver les documents. Donc attention, il faut faire attention à votre carbone lifestyle. Mais alors, ce qui m'a passionné moi sur ce site, c'est une expérimentation tout à fait fascinante, une expérimentation qui vise à démontrer que cette citation que vous connaissez tous, qui dit que si on met un nombre suffisant de singes, une infinité de temps en train de taper sur des machines à écrire, eh bien, au bout d'une éternité, ils vont l'œuvre complète de William Shakespeare. Vous connaissez ce proverbe qui donne une notion d'infini et d'aléatoire. Et voilà. Eh bien, ils ont fait un véritable projet avec une collaboration entre un zoo et des organisations d'art contemporain. Et ils ont, dans ce zoo, mis un ordinateur connecté à Internet. Alors, je vais tout de suite vous montrer le schéma. Connecté à Internet avec un réseau sans fil local. Voilà. Il faut arrêter les pilules bleues, là. Qui est connecté à l'Internet et donc des caméras qui surveillent le petit réseau local qui se trouve sur place. Voilà, donc il y a un réseau sans fil, il y a un ordinateur avec un clavier couvert de plastique et qui est connecté à l'Internet. Et donc on pouvait voir en temps réel les macaques, ils sont 6, écrire ou tapoter sur le clavier. Ils sont sur un plateau rouge. Alors quelques images capturées par la webcam. Et alors, ce que moi je trouve évidemment extrêmement amusant, c'est qu'ils ont publié ces œuvres complètes. Donc le titre, c'est Notes sur l'œuvre complète de Shakespeare de Elmo Gunheather Oli Mittelstu. C'est ton pseudo, Brice? Non, pas du tout. Des macaques du Paignton Zoo Environmental Park à Londres. Alors, on s'est aperçu... Ça a du sens. Eh bien, oui, c'est assez intéressant. On s'aperçoit en lisant l'œuvre qu'ils étaient assez fascinés par la touche S, puisque ça commence par www, ppp, sssg, et puis il y a des pages et des pages de S. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte, effectivement... Poésie sonore, en fait. Voilà. Et puis il y a un moment où les singes sont aperçus qu'effectivement, quand ils appuyaient sur des touches, il se passait quelque chose à l'écran. Et puis à un moment, ils ont été pris. C'est sur le A, le L, le D. C'est un livre qu'on peut acheter en ligne. Il est véritablement vendu par Internet. On peut aussi le télécharger gratuitement en PDF. Tu vois, tu vas faire ça, et alors il y a finalement une phrase qui apparaît. Alors dans le livre, il y a une rubrique à propos des auteurs qui est essentiellement illustrée de photos de macaques. Je trouve ça assez extraordinaire. Enfin, à la fin, il y a quand même une petite explication sur cette expérimentation. Toujours est-il que c'est quand même une belle tentative de démontrer par l'absurde qu'un proverbe usuel n'est pas réellement applicable. Voilà. Moi, je trouve ça assez amusant. Ils ont beaucoup. C'est une farce et c'est surtout une expérimentation d'art contemporain à la limite de la technologie et de l'art. En même temps, ils vendent quand même un bouquin derrière. Et ils vendent vraiment le bouquin. Et le vrai humoriste achète le livre. Voilà. Et si c'est de l'art contemporain, il est sponsorisé le bouquin. Xavier, je crois qu'on va demander à Nicolas de créer une section spéciale sur son site, interdiction de sortie, et on mettrait une liste de noms. Brice ne peut pas sortir avant l'émission. La blacklist. La blacklist. Voilà. Alors, merci Brice, merci pour cette démonstration flamboyante. On va terminer, Renaud, si tu veux bien, avec abondance.com. Faire court dans l'abondance. Donc c'est une corne d'abondance. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? En fait, il décrit et il explique les modalités de référencement et donne des conseils quant au référencement sur Internet. Très important. Olivier Andrieux s'est rendu compte qu'au cours des années, nombre de personnes qui référençaient leur site procédaient de manière tout à fait absurde, ne comprenaient pas ce qu'étaient les métatags, ne comprenaient pas ce qu'était finalement... Et qu'est-ce qu'un métatag, Xavier? Première question. Vas-y, Brice. Eh bien, c'est un mot-clé, par exemple, là tu mets maquette, et tu fais ton site
sur le mot macaque, il y a, je sais pas, quelque chose derrière, du code qui fait que c'est reconnu par les moteurs de recherche. Voilà, les méta-tags, c'est de la méta-information sur l'information qui est du contenu sémantique qui permet de qualifier le contenu des pages pour qu'un moteur de recherche puisse les retrouver. Donc, si vous permettez, je vais continuer. Parce que donc, en fait, ce site est structuré en différentes parties. Il y a la partie outils. Donc, qui permet en fait de trouver des définitions des différents moteurs de recherche Internet disponibles, avec une évaluation, une appréciation. Il y a un agenda. Il y a aussi en fait une partie qui est payante, abonnement, qui contient des analyses et qui sont extrêmement intéressantes sur où on en est au niveau des moteurs de recherche, au niveau algorithmique, au niveau des procédés de référencement, etc. Donc c'est un site premièrement, qui est référencé dans tous les ouvrages sur le référencement Internet. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, mais du fait de sa qualité technique. Donc, payant, ça ne plaît pas à Nicolas. À Nicolas, sur le web, mais bon, c'est une vieille loi morale qui date de 94-95 où on se fâchait de n'importe quelle inscription ou de n'importe quel paiement sur le web. Mais bon, je suppose que ça ne peut pas éternellement rester gratuit. Mais là, en fait, il y a une autre approche. C'est que ce sont des études qui ont été menées par Olivier Andrieux ou par un groupe, et donc il y a tout un travail derrière. Olivier Andrieux. C'est un fan d'Internet, c'est un geek, un nerd. Bon. Ah oui, donc il doit bien vivre aussi. Il doit bien vivre. Il passe la majeure partie de son temps à nous fournir des informations bien utiles pour ne pas se faire embobiner par les agences de développement de sites web et autres spécialistes du référencement. Et donc c'est en français. C'est en français. C'est important. www.abondance.com. Avant de se quitter, les cadeaux. Oui, Xavier, voilà, on les a préparés. Alors cette semaine, Photohall et Logitech nous offrent des super cadeaux. Alors on commence par un appareil photo numérique. Il y aura également une webcam portable. Webcam portable. Il y a une webcam avec micro pour votre ordinateur de table. Et puis il y aura aussi des souris optiques sans fil, cordless mouse. C'est une webcam portable. C'est une webcam pour mettre sur un ordinateur portable. C'est un portable. Et les autres, on les appelle des towers ou des desktops. C'est pratique quand on va au concert. Alors si on doit aller dans le WC portable de Microsoft, on a déjà sa webcam. Voilà, exactement. On peut envoyer des images. C'est surtout pratique parce qu'une webcam, ça sert surtout à faire de la vidéoconférence. Et en général, on part en vacances avec son portable et pas avec son caméra pour ordinateur portable, c'est assez logique. Voilà. D'accord, j'ai compris. Et donc ces cadeaux vous seront offerts. Il y a une question. Il y aura une question. Enlevez au moins les post-it, les gars. Il y aura une question. Voilà, il y aura une question cette semaine. Et je propose que la question, c'est quels sont les auteurs des œuvres complètes de William Shakespeare que nous vous avons présentées dans Cybercafé. D'accord. Voilà. Il y aura un mot-clé. Non, il n'y a pas de mot-clé. Il y a juste cette question-là. Question. Il faut la liste des auteurs des œuvres complètes de William Shakespeare présentées dans Cybercafé il y a quelques minutes. Voilà. Très bien. Facile à trouver. Bien sûr, toutes les URL du site de l'émission cybercafé.tv. Bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ne passez pas toute votre soirée sur bikinibandit.com. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Coquin. Bye bye. Oui. Coquin.